Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors tout d'abord je tenais tous à vous remercier d'avoir participé au sondage sur YouTube puisqu'on a récolté plus de 1000 volts, c'est plutôt énorme je trouve pour une chaîne de 15 000 abonnés. Et donc du coup c'est sûr et certain il y aura bien une vidéo sur le tir longue distance à la 22 long riche puisque bah voilà clairement il n'y a pas photo, la question ne se pose même pas. Alors du coup en attendant d'avoir des conditions météo plus favorables parce que là j'y suis allé hier, il pleuvait à mourir, les conditions étaient vraiment mauvaises donc ça n'aurait pas été significatif sur les résultats à la 22 long riff. Je me permets du coup de faire une vidéo sur la présentation et parler un petit peu des armes Savage. Je suis pas du tout sponsorisé par qui que ce soit là-dessus, c'est simplement je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux qui en fait en général critiquent plutôt beaucoup les Savage. On entend rarement du bien pardon, et je trouve ça vraiment dommage parce que finalement je trouve que ce sont de très bonnes armes qui mériteraient un petit peu plus de considération et je vais vous donner mon point de vue sur ces armes et leurs spécificités techniques parce que franchement elles ont des particularités assez étonnantes que pas mal d'armes n'ont pas et ça c'est des choses que peu de personnes savent. Tout bêtement on entend ouais la culasse elle gratte donc du coup c'est de la merde. Comment on peut juger la qualité d'une carabine simplement parce que la culasse elle gratte? Bref, je vais vous expliquer les différents points techniques de ces armes, la gamme surtout parce que il faut dire qu'on comprend pas grand chose à la gamme. Les 10, les 11, les 12, les 110, 112, 116, Axis, Axis 2, bref, c'est un bordel monstre, c'est pas très bien communiqué sur comment est organisée la gamme, donc je vais vous expliquer comment c'est fait et surtout les différences entre les modèles, surtout d'un point de vue mécanique et d'un point de vue vraiment structure. Je m'en fous un petit peu tel ou tel cross, machin, ça je vous expliquerai vraiment les parties intéressantes. Et dans une dernière partie, je ferai un point sur une de mes armes qui est là derrière, la Savage en 6.5.47 qui est le custom que j'ai fait moi-même. Comme ça vous permettra de vous montrer l'évolutivité de la gamme et des armes, puisque je pense que c'est l'un des points forts de chez Savage. C'est beaucoup de modifications qu'on peut faire seul, et donc du coup c'est plutôt intéressant et plutôt gratifiant d'améliorer une arme soi-même pour pouvoir la rendre encore plus performante qu'elle ne l'est. Donc voilà, on est parti, on va commencer par les données techniques et ce qui fait les particularités des Savage. Let's go! Alors, pour les particularités techniques, on va se référer un petit peu sur cette arme, mais aussi sur ce boîtier, puisque j'ai un boîtier Savage qui est en attente de montage. Je vais me réaliser un autre custom, et donc du coup, c'est pas mal en fait d'avoir le boîtier comme ça. Ça vous permet de montrer les particularités des armes un peu plus en détail. Alors, première particularité des armes Savage, c'est le mécanisme de départ, la Q-Trigger. La Q-Trigger, ça a été mis en place en 2002, il me semble. C'est une détente qui est assez particulière. Alors, je vais vous montrer en détail. Donc, il y a un premier mécanisme ici qui sert en fait de sécurité. Si vous n'appuyez pas sur cette détente, et bien tout simplement, le coup ne partira pas puisqu'il y a quelque chose qui va venir se mettre en opposition. Vous allez bien voir sur le système. Donc vous voyez ici, là, cette partie-là, il y a un petit coin ici qu'on voit là, c'est un morceau de la deuxième détente. Vous voyez, si jamais je n'appuie pas dessus, et bien en fait le mécanisme vient être bloqué par cet arrêtoir, ce qui empêche tout bêtement des départs inopinés. Je vous donne un exemple, on est à la chasse, la personne a verrouillé sa culasse, il y a une balle chambrée, il est dans les broussailles, il y a une branche qui vient taper sur le côté, et bien il n'y a aucune chance que le départ parte. Bah, regardez la preuve, ça vient de partir, mais ça a été bloqué par ici, par le mécanisme, donc il n'y a pas eu de percussion. Donc ça c'est un élément qui est super intéressant. Donc nous en tant que tireurs sportifs ça nous intéresse pas forcément, mais pour la chasse c'est un truc que je trouve vraiment très pertinent d'avoir mis sur ces modèles. Alors ensuite pour nous tireurs sportifs ce qui va plutôt nous intéresser c'est le feeling de la détente, mais aussi ses réglages. Donc pour ce faire, tout bêtement, vous voyez donc il y a tout un tas de ressorts. Donc le ressort que vous voyez là va simplement vous donner la tension nécessaire à venir bouger ce système. Je conseille de ne pas y toucher à celui-là puisque pour des raisons de sécurité, si jamais vous l'abaissez trop, bah en fait il n'y a plus assez de force pour venir le bloquer là et vous pourriez avoir un départ de coup. Ensuite, pour nous tireurs sportifs, on est capable de l'enlever. Si jamais elle vous embête et que vous n'en avez pas besoin, bah c'est assez simple, hein, il y a un pin à enlever, on l'enlève et elle n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de la détente. Donc si jamais vous avez du mal avec ce feeling de la première détente à appuyer, il est possible de l'enlever et ça ne changera strictement rien au mécanisme. Ce qui fait le poids de départ, c'est ce ressort qui est là à l'arrière.
ressort en fait qui tout bêtement est réglable. En fait, en dessous il y a une petite, comment on pourrait appeler ça, le fil fait une empreinte spécifique, et quand on achète une Savage, elle vous est livrée avec une clé de réglage, clé qui permet de modifier le poids de départ de la détente. Donc du coup, c'est quand même pour moi l'une des détentes de série les mieux foutues que j'ai pu tester. J'ai testé les détentes de chez Tika, de chez Sako, de chez Remington, bref, j'en ai quand même testé une certaine quantité, et je trouve que c'est la détente de série qui m'a le plus satisfait jusque maintenant. Bon, à vrai dire, la détente de ma Victrix c'est peut-être meilleure, mais il faut dire aussi que c'est pas le même prix, et je considère même pas ça comme une arme de série en fait. Donc voilà, première particularité, le mécanisme de détente qui est quand même vraiment sympa. On va ensuite aller sur la particularité numéro 2. Hop. Particularité numéro 2, c'est que les têtes de culasse sont interchangeables. Comment ça se passe? Donc là, la partie que vous avez là qui pivote, c'est simplement un guide qui en fait dans l'action va permettre de garder une certaine trajectoire lors des mouvements de la culasse. La tête de culasse qui elle est là, en fait continue ici dans le corps, et elle est pionnée par ce petit pion que vous avez là. Donc si vous démontez votre culasse, vous enlevez le percuteur, vous poussez sur ce pion et vous êtes capable d'enlever la tête de culasse très facilement. Quel est l'intérêt de ça? Tout simplement de pouvoir très facilement changer de calibre. Je vous donne un exemple, cette tête de culasse, c'est une tête de culasse standard, 308. Si jamais je voulais passer sur un Magnum, sur un WSM par exemple, j'ai juste à changer cette tête de culasse, acheter une nouvelle tête de culasse avec le culot Magnum, la mettre en place, et je serai prêt à accueillir des culots Magnum. Coût de l'opération environ 30 €, donc autant dire que ça coûte pas grand chose. Ça c'est un super avantage pour les personnes qui veulent mettre un petit peu les mains dans la carabine et faire des modifications, tout simplement parce que si jamais vous aviez une Remington 700, une Tika ou ces modèles de culasses qui sont monoblocs, ça nécessiterait un usinage de la cuvette de tir, usinage qui est irrémédiable, puisque quand on enlève la matière on va pas la remettre, et ce qui veut aussi dire qu'on ne peut aller que dans un sens. Je vous donne un exemple, vous avez un culot 308, vous voulez aller vers du 222 qui est un culot plus petit, vous êtes niqué tout simplement parce que le culot étant plus petit, vous pouvez pas rajouter de la matière. Alors il existe peut-être des armuriers qui vont venir recharger pour réusiner, etc. Je pense que le coût de l'opération va coûter aussi cher que d'acheter une culasse complète, donc je pense pas que ce soit très viable. Ah, elle fait chier cette caméra, système de sécurité, il a déclenché, c'est pas grave. Donc du coup, ça c'est une des particularités super intéressantes pour la customisation de vos armes, tout simplement parce que ça rend les modifications plutôt aisées. La dernière particularité, donc ça c'était la particularité numéro 2, la dernière particularité elle se trouve sur comment le canon est fixé sur le boîtier. La plupart des canons sont fixés, en fait, c'est tout simplement un filetage, on a un épaulement, et quand on vient avoir l'épaulement qui vient se mettre en butée sur le devant de l'action, on vient appliquer un certain couple, on bloque le canon, et c'est terminé. Maintenant, ce qu'il y a eu en amont, c'est que la position de cet épaulement a dû être calculée de manière très précise pour que la feuillure soit correcte. La feuillure, c'est quoi? C'est la distance qui sépare la tête de culasse d'un certain diamètre de référence sur l'épaulement de votre munition. Et ça doit être mesuré vraiment très précisément, ça joue presque au centième cette histoire. Donc autant dire que les usinages sont très précis, qui dit usinage précis dit ça coûte beaucoup d'argent. Donc du coup, Savage se dit, ouais, nous on va pas se faire chier avec ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va allonger notre filetage et on va venir mettre ici un contre-écrou. Donc ça, imaginez que cette pièce qui est là au bout c'est un canon, ok? Ce canon, en fait, il va être mis à la bonne position, donc vous voyez, je l'enfonce plus ou moins, et quand je suis à la bonne position avec des jauges de feuillure, je viens le bloquer ici, paf, avec mon contre-écrou. Niveau usinage, que dalle, puisque il n'y a pas d'épaulement, l'épaulement on vient le faire par le contre-écrou, et donc il gagne un petit peu d'argent en faisant ça. Mais d'un autre côté, nous, ça nous arrange qu'il fasse ça. Pourquoi? Parce que si jamais je voulais changer le canon, j'ai simplement du coup à venir avec une clé spécifique, dévisser le contre-écrou, je sors le canon, je reprends cet écrou que je remets sur mon nouveau canon, je viens le revisser, et à l'aide d'une jauge de feuillure, je suis capable de venir installer le canon moi-même. Ce qui veut dire que je n'ai pas à passer par un armurier spécialisé pour les changements de canon. Je dois quand même le faire juste d'un point de vue administratif, puisque qui dit changement de canon dit modification d'une arme, dit que votre déclaration n'a plus les bonnes informations et que donc il faut la mettre à jour.
et en plus il faut passer au banc d'épreuve. Donc vous avez quand même un petit peu de démarche administrative à faire, mais tout ce qui est entre guillemets le travail manuel, c'est vous qui pouvez le faire. C'est pas compliqué, je le montrerai pas dans cette vidéo puisque tout simplement YouTube a décidé d'interdire les vidéos qui montrent les modifications structurelles des armes pour éviter qu'il y ait des petits malins qui fassent des armes illégales dans leur garage, et donc du coup je vais pas m'amuser à jouer avec le feu. C'est pas très compliqué, vous allez sur n'importe quel forum américain, il y a plein de mecs qui ont fait des tutos, ça fait, allez, ça prend au bas mot 10 minutes pour le faire. Pour ce faire, vous aurez besoin de jauges de feuillure de ce genre. Donc c'est les jauges qu'on dit les jauges Go, donc c'est la jauge pour avoir la feuillure minimale, et puis il y a quelques opérations à faire, mais encore une fois, j'irai pas dans le détail, je ne veux pas me faire bannir. Donc voilà les trois grosses particularités techniques des Savage. Sinon pour le reste, globalement tout est à peu près identique aux autres carabines à verrou, hein. Ils n'ont pas réinventé non plus l'eau chaude. C'est quand même bien de noter aussi que la tête de culasse est flottante, c'est-à-dire qu'elle peut très légèrement s'articuler, ce qui fait que si jamais pour X ou Y raison le boîtier, la face du boîtier qui vient reposer, arrêter les tenons de recul n'est pas pile poil perpendiculaire à la culasse, et ben elle peut s'articuler un petit peu pour avoir le maximum de contact, ce qui est une chose qui est plutôt intéressante. D'un point de vue fluidité de l'action, beaucoup disent que Savage c'est pas fluide. Bah je suis désolé, mais franchement j'ai pas vraiment à me plaindre moi sur mes actions. Alors là en plus c'est pas super facile à manipuler parce qu'il n'y a pas de place, mais si on prend celle-ci, voilà, la fluidité, elle a rien à enlever à une Remington 700 ou à autre chose. Bon, j'avoue, en arme de série, la meilleure fluidité que j'ai jamais eue, c'est les Tikka. Les Tikka, out of the box, c'est d'une fluidité incroyable. Mais malgré tout, Savage n'a pas grand-chose à envier aux autres marques, et personnellement, bon, comme vous pouvez le voir, j'en suis plutôt satisfait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler un petit peu de leur gamme, comment ils l'ont organisé, et du coup, comment bien choisir votre modèle chez Savage si jamais ça vous intéresse. Bon, encore une fois, je suis pas commercial, hein, je suis pas là pour vous vendre des Savage. Simplement, c'est intéressant de comprendre les données techniques et puis de comprendre comment ils ont organisé ça pour essayer de comprendre la logique. Voilà, on passe sur la gamme. Alors du coup, la gamme, comment elle est organisée? Grosso modo, vous avez les modèles Axis, les modèles 10, 11, 12, 110, 111, 112, 116. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Alors déjà, la Axis, c'est leur modèle d'entrée de gamme qui est plutôt réservé à un usage chasse, tir battu, etc. Même s'ils sont en train de créer l'Axis 2, qui est un modèle qui est plutôt orienté vers le tir sur cible. Ne l'ayant pas encore testé, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Ensuite, on a les modèles qui ont deux chiffres, à savoir 10, 11, 12. Quand vous avez deux chiffres, ça signifie quoi? Que c'est une action courte. Qu'est-ce que c'est qu'une action courte? Eh bien, c'est comme ceci, c'est une action dont l'ouverture permet d'accueillir n'importe quelle munition dite courte, c'est-à-dire plus petite qu'un 308 et 308 inclus. Là, en l'occurrence, on est capable d'accepter des munitions de 72-73 mm de long, ce qui est commun pour le 308. Donc ça, c'est une action courte. Donc si vous avez une 10, 11, 12, vous avez une action qui a été dimensionnée pour recevoir des munitions similaires au 308. Donc 308, 6, 5 Creedmoor, 260, 243 et toute la flopée. Ça marche? Maintenant, 10, c'est quoi? 10, c'est leur modèle plutôt standard, c'est-à-dire c'est un modèle qui est plutôt light. Ça, c'est une Savage 10. Quand vous regardez la différence entre celle-ci, qui est une Savage 12, et là, vous voyez qu'ici, il manque de la matière. Alors j'espère qu'on le voit à la caméra. Ici, vous voyez, c'est ouvert sur le dessus. Alors que là, ici, c'est entièrement fermé. D'accord? C'est la principale différence entre les deux. La Savage 10 a une détente accrue trigger standard, celle-ci a une accrue trigger target. Donc, les 10 sont plutôt les standards, les entrées de gamme, enfin les milieux de gamme du coup, parce que l'Axis c'est l'entrée de gamme, et les 12 sont plutôt les actions dites target, les actions plutôt orientées vers le match. Souvent vous les reconnaissez parce que c'est carrément écrit sur le côté, ici, target, ok? Donc voilà, et puis surtout d'un point de vue poids on voit la différence, hein. Très honnêtement entre une action 12 et une action 10, il doit y avoir facilement 300 grammes d'écart quoi. Ça c'est l'action 12 que j'ai là, c'est quand même super lourd, c'est bien construit. La principale différence aussi, donc on a dit hein, d'un point de vue poids ça n'a rien à voir et structurel, c'est au niveau du filetage. Donc puisqu'on est capable de changer les canons des Savage, c'est franchement pas compliqué. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que les Savage 10 et les Savage 12 n'ont pas le même filetage.
C'est logique. Pourquoi? Parce que le modèle 12 est plutôt orienté pour du tir sur cible avec des canons très longs, très lourds. Donc ils se sont dit, vu que ça va plutôt être équipé de canons très lourds, on va mettre un filetage qui va être plus gros et plus long. Donc forcément, le canon qui est des Savage 12 ne sera pas le même que le canon des Savage 10. Donc il faut bien faire attention de ne pas se tromper quand on commande un canon à monter sur une Savage de commander la bonne référence. Donc voilà, puis après sinon vous voyez, d'un point de vue dimensionnel, c'est strictement la même longueur, c'est juste tout est plus épais en fait, grosso modo sur la Savage 12. Donc ce qui veut dire aussi que les crosses de Savage 10 sont compatibles avec les crosses de Savage 12, tout simplement parce que l'empreinte inférieure de l'action est strictement la même que l'empreinte de la Savage 10. Tout ce qui change, c'est au-dessus, donc ça n'a pas vraiment d'importance pour la crosse. Donc ça, c'était les actions 10, 11 et 12. En fait, la 11, c'est une version de la 10, mais qui est plutôt orientée chasse. Donc ils ont allégé quelques bricoles. Voilà. Maintenant, si on passe sur les actions dites longues. Les actions longues, ce sont les actions, donc ce sont les modèles où est-ce qu'on a 3 chiffres. 110, 111, 112, 116. La 110, c'est tout bêtement la même action que l'action 10, mais simplement ils l'ont allongée pour pouvoir accepter des munitions dites Magnum. Donc c'est des actions qui sont capables d'alimenter du 300 Win Mag ou du 338 l'appui à Magnum. C'est strictement la seule différence, c'est la même, on l'a allongée de quelques centimètres et voilà. À savoir que vous verrez des fois des carabines Savage 110 en 308. Ça c'est pas mal, parce que ça veut dire que si jamais vous voulez changer le canon plus tard pour la passer en Magnum, vous serez capable d'alimenter par un chargeur, puisqu'ils ont mis une munition de 308, donc une munition courte, dans une action longue. Donc ça donne un peu plus d'évolutivité, c'est ce que j'avais sur mon ancienne Savage. J'avais un canon en 6.5.47 et un canon en 300 Winchester Magnum. Comme ça, en fait, j'étais capable d'alimenter les deux par chargeur, puisque c'était une action longue, qui peut plus, peut le moins. Le désavantage quand vous utilisez qu'une action longue pour tirer des munitions courtes, c'est déjà que vous allez faire des grands mouvements pour pas grand chose, et que des fois on a des problèmes d'alimentation avec les chargeurs, puisqu'on forcément utilise les chargeurs Magnum, et des munitions standards dans les chargeurs Magnum, souvent ça fout la merde. C'était une petite aparté. Donc du coup, 110, même histoire que la 10. La 112, c'est le même principe, c'est la même action que la 12, mais simplement ils l'ont allongée pour venir prendre des munitions Magnum, en l'occurrence du 338, l'appui à Magnum. C'est typiquement la seule différence. Ensuite, on a la 111 et la 116 qui sont plutôt orientées. La 116 de mémoire, c'est plutôt celles qui sont équipées de châssis un petit peu tactiques, et la 111, c'est la gamme de chasse pour les actions longues. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a à retenir chez Savage. C'est pas très très compliqué, mais c'est quand même intéressant de comprendre les différences. Ces modèles-là, les actions 12 et 112, sont de loin les actions à privilégier dans le cadre de tir sur cible, puisque ce sont les actions les mieux foutues et les plus qualitatives. La preuve, j'en ai une là qui est en stock. Je pense que en fonction du budget, ça fera un nouveau custom en 6.5 d'ici 1 an ou 2, parce que là j'ai plus de thunes, donc ça attendra. Mais c'est vraiment le best du best chez Savage. Mais il n'empêche qu'on est capable avec du Savage 10 de faire des trucs super sympas, vous voyez, la preuve, ça fonctionne très bien. Donc maintenant ce que je vous propose, on va passer quelques minutes pour que je vous explique moi les différents éléments de ma Savage, et comme ça vous aurez eu grosso modo le tour des Savage et qu'est-ce qui fait leur particularité. Alors du coup, ma Savage en 6.5.47, qui est une Savage parmi d'autres, à savoir que j'ai 3 Savage actuellement, j'en ai une 4e qui est en train d'arriver, j'espère début de semaine prochaine elle devrait être là. D'ailleurs elle fera l'objet d'une présentation parce qu'elle est vraiment pas commune. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour. Tout bêtement, c'est une Savage 10, donc une action standard, basique, qui est commune à quasiment toutes les Savage. Je suis venu monter dessus un canon Lothar Walther en 6.5.47, pas de 8, longueur de 28 pouces. La culasse a été très légèrement retravaillée, à savoir que l'un des syndromes de temps en temps qu'on croise sur les Savage, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un heavy lift, c'est-à-dire que le levier d'armement est un peu lourd à lever. Bon, là en l'occurrence c'est plus du tout le cas, au début c'était un tout petit peu le cas quand même, et il existe des tutos pour venir alléger ce levier. Bon, c'est pas très compliqué, franchement c'est à la portée de tout le monde. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus un jour, vous me le dites, mais ce sera pas l'objet de cette vidéo. Donc là-dessus je suis venu monter, donc c'est un rail 20 MOA,
qui a été BD, donc j'ai fait un bedding dessus pour qu'il épouse pile poil l'action, et les vis ont été bloquées à la Loctite, parce que moi je suis du genre à pas faire les choses à moitié. Ensuite j'ai monté une Schmitt & Bender dessus avec un montage pur 20 MOA, ce qui me fait au total 40 MOA de ponçage, ce qui fait qu'en fait j'utilise toute la plage d'amplitude de cette Schmitt & Bender. En dessous, on a une Cross Macmillan, donc c'est une Cross Macmillan toute basique, elle est plutôt ancienne, elle a été achetée d'occasion, tout simplement parce que c'est bête à dire, mais Macmillan, on en trouve vraiment plus des masses, on en trouve beaucoup pour Remington, etc., mais pour Savage, ça commence à être la dèche en France. J'espère qu'il y a un importateur ou quelqu'un qui regarde dans le coin, parce que les gars, on en a besoin. Ensuite, ici à l'avant, donc on a un Rayarka. Donc Rayarka qui sert à me monter essentiellement sur trépied, puisqu'en fait on va dire que 90% des balles que je tire depuis cette carabine, je les tire depuis un trépied. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'autres armes pour tirer allongé, j'ai la 300, la 222, la 308, bref j'en ai plein, et j'ai pas vraiment d'armes orientées tir un peu dynamique et tir debout. Donc j'ai décidé que cette carabine, ce serait cette carabine qui ferait ce job. À savoir que du coup je m'amuse à faire un petit peu de PRS entre copains avec, et surtout je chasse avec cette carabine, et donc du coup c'est super parce que à la chasse, le fait d'être debout, ça vous permet du coup de faire des tirs plus fichants. Je suis vachement plus stable, donc dans le cas de tir lointain j'ai aucun problème, et puis c'est fun, ça change quoi, toujours tirer allongé, au bout d'un moment je commence à avoir ma dose. Vous voyez, donc tout bêtement, je viens me mettre, allez on va dire que ma cible est là-bas, je me mets de niveau, je bloque avec la poignée, je lâche et la carabine reste en position. Donc c'est vraiment super stable, c'est un plaisir, honnêtement c'est un plaisir à utiliser, j'adore. Il faut un certain temps pour s'y habituer, parce qu'au début c'est vraiment galère, mais une fois qu'on a pris le coup, c'est un régal. Donc à l'avant, un Bipi Atlas qui est monté avec un montage rapide sur un montage Picatinny. Au-dessus, on a pareil deux rails Picatinny, un qui sert pour avoir ma table de tir et un autre qui est sur le côté en attente. Je pense que je ne montrerai jamais rien dessus, mais ça fait beau alors je le laisse. Et au bout, j'ai un frein de bouche Terminator T3 qui est un très très bon frein de bouche. Je tire plutôt à 95% avec un réducteur de son, mais je vais essayer de plus en plus utiliser un frein de bouche, ce qui devrait permettre de diminuer le recul et de pouvoir mieux suivre ma balle pour contre-viser et pour savoir quand j'ai loupé. Parce que savoir, dans la plupart des matchs PRS, si jamais vous loupez votre cible, il n'y a personne qui est censé vous dire ah bah t'étais en bas à gauche ou t'étais en haut à droite. Donc si jamais vous ne voyez pas par vous-même où vous avez à rater, vous êtes comme un con, vous allez tirer 50 balles dans le vide parce que vous n'êtes pas capable de faire la correction. Donc du coup, moins vous avez de recul, plus vous êtes performant, et c'est pour ça qu'aux États-Unis tout le monde part vers les 6 mm qui bougent beaucoup moins. Mais moi je vais rester sur du 6.5 parce que j'ai pas un budget illimité en canon. Donc voilà, grosso modo le setup que j'utilise actuellement, j'en suis super content, franchement c'est un vrai bonheur à l'utilisation. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que voilà, Savage ça mérite un petit peu plus d'amour que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. On entend quand même un sacré paquet de conneries sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais quitter la plupart des groupes Facebook, à savoir 100% rechargement et tous ces groupes à la con, parce qu'on voit tellement de conneries que moi ça me fatigue, et quand ça me fatigue je suis plus productif. Donc si jamais vous voulez me voir, ça restera sur la page des Armes et la Science by Jérémy, et sur le Facebook, enfin sur mon Facebook, et aussi un petit peu sur Instagram, mais dans tous les cas sur les groupes c'est fini, j'arrête, j'ai ma dose, je perds mon énergie pour pas grand chose. Voilà qui marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle est dans un format un petit peu particulier, j'ai fait ça à l'arrache un dimanche matin, j'espère que malgré tout ça vous plaît. Dans tous les cas, si vous a plu, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!